Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire à l'intention des employeurs d'enseignantes et d'enseignants de l'Ontario. Je m'appelle Linda Lacroix et je suis la directrice des enquêtes et des audiences de l'Ordre des enseignants et des enseignantes de l'Ontario. Je veux profiter de cette occasion pour vous remercier de vous joindre à nous pour discuter, entre autres, des modifications apportées à la loi sur l'Ordre des enseignants et des enseignantes de l'Ontario qui confère au comité d'enquête, c'est le comité de l'Ordre qui examine toutes les plaintes, le pouvoir relativement nouveau de mener des enquêtes médicales afin de vérifier l'aptitude d'un membre à exercer la profession. Nous allons aussi discuter des modifications apportées à la loi qui obligent les membres à faire une autodéclaration à l'ordre concernant certaines affaires criminelles. Aussi, un rappel sur le devoir de signaler des employeurs, notamment l'obligation relative aux questions d'aptitude professionnelle des membres. Et finalement, une mise à jour du programme pour thérapie et consultation de l'ordre. Je vous présente nos animatrices. Chloé Dussura, agente du comité d'enquête. Jamie Guerra, enquêteuse. Diane Ucuri, coordonnatrice des préoccupations initiales. Marie-France Wilson, enquêteuse principale, se joint également à nous aujourd'hui et elle nous aidera avec vos questions. Nous ferons des pauses pendant la présentation pour répondre à vos questions, alors n'hésitez pas à les ajouter dans le chat au fur et à mesure. Sachez que vous aurez aussi accès à l'information présentée aujourd'hui après le webinaire. Alors, sur ce, commençons. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jamie Guerra, je suis enquêteuse à l'Ordre. Et voici à l'écran une récapitulation des points que nous allons aborder aujourd'hui. Et je répète ce que Linda a mentionné par rapport à vos questions. Vous pouvez les poser à tout moment dans le chat en bas de l'écran. On va faire des pauses au fur et à mesure, mais pas besoin d'attendre à la pause pour poser une question. Allez-y et mettez-la dans le chat. Nous apprécierons aussi que vous mettiez votre microphone en sourdine pendant la présentation et vous pouvez fermer vos caméras aussi si vous préférez. Et lorsqu'on fait des pauses pour des questions, vous pouvez aussi utiliser le bouton virtuel pour lever la main en bas de l'écran et vous pourrez poser votre question à vive voix si ça vous tente. Chloé nous parlera maintenant au sujet du nouveau processus de demande de renseignements médicaux. Merci Jamie et bonjour à tous. Je vais commencer par quelques diapositives sur les récentes modifications apportées à la loi sur l'ordre relatives au processus de demande de renseignements médicaux. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er février 2021 et elles donnent au comité d'enquête le pouvoir de mener des enquêtes médicales sur les membres qui pourraient souffrir d'un trouble les empêchant d'exercer leur profession. Lorsque l'ordre reçoit une plainte d'un employeur ou d'un membre du public, un enquêteur de l'ordre examine tout d'abord l'information fournie en collaboration avec la chef de l'unité des enquêtes ou l'enquêteuse principale. Si les renseignements reçus indiquent qu'il pourrait y avoir un problème d'aptitude professionnelle, l'affaire est alors soumise pour examen au comité d'enquête dans le cadre de ce nouveau processus. Vous voyez à l'écran les facteurs que l'ordre évalue afin de déterminer s'il s'agit d'un problème d'aptitude professionnelle qui justifierait d'actionner ce nouveau processus de demande de renseignement sur la santé du membre. Sera examiné et pris en compte, par exemple, l'information relative à l'abus d'alcool ou d'autres substances, ou l'information relative à un problème de santé mentale ou de limitation physique. Il est à noter toutefois que dans le cadre de ce nouveau processus, l'ordre n'examinera pas les cas relatifs à certaines allégations, telles que les allégations de mauvais traitement, d'ordre sexuel ou l'inconduite sexuelle. En vertu de ce nouveau pouvoir, lorsque le comité d'enquête examine une affaire et qu'il est d'avis que sur la base des informations fournies, que le membre pourrait être frappé d'incapacité, le comité doit se renseigner sur la santé du membre. Ceci est la première étape de ce nouveau processus de demande de renseignements médicaux. Vous noterez que le seuil pour effectuer cette demande de renseignement est très bas. Il suffit que le comité d'enquête soit d'avis que le membre pourrait être frappé d'incapacité. Avant ces changements de la loi, la seule façon de résoudre les problèmes d'incapacité était de renvoyer l'affaire au comité d'aptitude professionnelle pour une audience. L'objectif de ce nouveau processus
et de permettre désormais au comité d'enquête de régler les questions d'aptitude professionnelle à son niveau, afin de résoudre plus efficacement les problèmes d'incapacité. Vous voyez maintenant à l'écran la nouvelle disposition législative, à savoir l'article 26 4.5 de la loi, qui donne au comité d'enquête ce nouveau pouvoir de faire des demandes de renseignements médicaux. Jamie va vous présenter maintenant le contenu et l'étendue de ces demandes. Dans le cadre du nouveau processus de demande de renseignements médicaux, si le comité d'enquête estime qu'un membre pourrait être frappé d'incapacité, il demande à l'enquêteur de s'informer sur le membre. L'enquêteur demande alors au membre ou à son avocat de fournir des renseignements par rapport à sa santé et l'avise de ses communications avec son employeur. L'enquêteur demande ensuite à l'employeur du membre d'envoyer toute information supplémentaire qu'il pourrait posséder concernant la santé du membre. Les employeurs hésitent parfois à nous fournir des renseignements confidentiels par rapport aux membres. Néanmoins, la loi sur l'ordre et les lois sur l'accès à l'information donnent à l'ordre le droit de recevoir les renseignements qui sont essentiels au dossier d'évaluation médicale. Ceci inclut les antécédents médicaux, psychiatriques, psychologiques, criminels et professionnels des membres, et les employeurs doivent les divulguer à l'ordre s'ils en possèdent. L'ordre est tenu de garder confidentiel tout renseignement personnel au sujet des membres, sous réserve de certaines exceptions, dont l'application de la loi. Lorsqu'un sous-comité d'enquête rédige sa décision et ses motifs, en particulier dans le cas de plainte du public, il mentionne de façon générale les renseignements médicaux afin de ne pas divulguer de détails confidentiels. Voici la disposition législative dans la loi sur l'ordre qui donne à l'ordre le droit de recevoir des renseignements personnels par rapport aux membres, y compris leurs antécédents médicaux. Voici une liste d'étapes pour les employeurs en ce qui concerne l'envoi de renseignements médicaux à l'ordre. Et maintenant, je vais lire les points à l'écran avec vous. Alors, les choses à faire. D'abord, nous fournir des renseignements du médecin traitant en vue d'appuyer la position selon laquelle le membre souffre d'un trouble physique ou mental qui affecte sa conduite. Inclure de l'information du médecin qui indique qu'il est au courant de la conduite présumée ou de la conduite signalée par l'employeur. Demander au médecin d'expliquer le lien entre la conduite du membre et son état physique et mental. Demander au médecin d'inclure le calendrier du traitement en précisant le temps écoulé depuis l'incident. Fournir la conclusion du médecin quant à la pertinence de poursuivre le traitement ou d'y mettre fin. Veiller à ce que le médecin établisse un diagnostic clair. Ajouter de la documentation qui provient directement du médecin qui a établi le diagnostic. Et s'assurer que le médecin est autorisé par la loi à établir un diagnostic et est idéalement membre d'une profession réglementée. Et comme contrepoint, voici des choses à ne pas faire lorsque vous transmettez des renseignements. Fournir une description du trouble physique ou mental du membre sans inclure de documents justificatifs d'un médecin. Se fier au rapport d'un professionnel qui ne fait que commenter les constatations d'un autre médecin. Présenter le rapport d'un médecin non qualifié. Présumer que le comité d'enquête renverra l'affaire au comité d'aptitude professionnelle sur la base d'assurance que les renseignements pertinents seront fournis à une date ultérieure. Et se fier à la documentation d'un médecin dans laquelle un diagnostic clair n'est pas établi. Alors, nous vous demanderons d'éviter de faire ces choses-là. Alors maintenant, on va faire une petite pause pour vérifier s'il y a des questions jusqu'à maintenant. Je pense que j'en ai pas vu dans le chat, mais si vous en avez, vous pouvez les taper
ou bien à lever votre main, allumer votre micro et vous pouvez poser une question. Je ne vois pas de questions dans le chat pour l'instant, mais on va prendre d'autres pauses au fur et à mesure, alors ce ne sera pas trop tard. Mais s'il n'y a pas de questions pour l'instant, on va continuer avec Chloé. Merci. Donc, une fois que l'ordre a reçu les réponses du membre et de l'employeur relatives aux demandes de renseignements médicaux, le comité d'enquête se réunit de nouveau pour examiner l'affaire à la lumière des nouvelles informations recueillies. À cette seconde étape du processus, le comité d'enquête doit déterminer s'il a des motifs raisonnables et probables de croire que le membre est frappé d'incapacité. Il est à noter que par motif raisonnable et probable, on entend plus qu'un simple soupçon. Si le comité d'enquête n'a pas de motif raisonnable et probable de croire que le membre est frappé d'incapacité, le processus de demande de renseignements médicaux prend fin et le processus d'enquête habituel se poursuit. Si le comité d'enquête a des motifs raisonnables et probables de croire que le membre est frappé d'incapacité, il peut renvoyer l'affaire au comité d'aptitude professionnelle ou, en vertu de son nouveau pouvoir, exiger que le membre subisse des examens physiques ou mentaux. Vous voyez ici à l'écran le nouvel article 26.4.7 de la loi qui énonce le pouvoir du comité d'enquête en ce qui concerne l'évaluation médicale. Il est à noter que les examens requis sont effectués par un professionnel de la santé indépendant et qui est désigné par le comité d'enquête à partir d'une liste de professionnels de la santé reconnus. Il est à noter également que l'ordre prend en charge l'ensemble des frais de l'évaluation médicale. Dans l'hypothèse où le membre s'oppose à l'évaluation médicale, le nouvel article 4.7b, ici à l'écran, prévoit que le comité d'enquête peut rendre une ordonnance enjoignant au registraire de suspendre le certificat de qualification et d'inscription du membre, et ce, jusqu'à ce que ce dernier se soumette à l'évaluation médicale indépendante. Toutefois, avant que le comité d'enquête puisse rendre une telle ordonnance, enjoignant le registraire de suspendre le certificat du membre, deux conditions doivent être remplies. Premièrement, le membre doit avoir été informé de l'intention du comité d'enquête de rendre une telle ordonnance. Et, secondement, le membre doit avoir bénéficié de la possibilité de présenter des observations écrites sur les raisons pour lesquelles le comité ne doit pas rendre cette ordonnance. Et pour ce faire, le membre doit bénéficier d'un délai d'au moins de 14 jours. Maintenant, dans l'hypothèse où le membre ne s'oppose pas à l'évaluation médicale, le membre est alors informé de la date et des dates à laquelle le professionnel de la santé désigné est disponible et l'évaluation est alors fixée par l'ordre. Après l'évaluation, le professionnel de la santé rédige un rapport qui est transmis au comité d'enquête, aux membres et à son représentant le cas échéant. Le nouvel article 26.4.8 de la loi, ici à l'écran, précise ce que contient le rapport. Le rapport doit indiquer si le membre est frappé ou non d'incapacité, l'importance de son incapacité et ses chances de rétablissement, ainsi que toute autre considération d'ordre physique ou mental qui se rapporte à la question dont est saisi le comité. Une fois le rapport obtenu, le comité d'enquête se réunit alors de nouveau pour considérer cette affaire à la lumière du rapport fourni par le professionnel de la santé. Si aucun problème de capacité n'est soulevé, le comité d'enquête refusera alors d'entretenir les allégations relatives à l'incapacité et se prononcera sur la suite à donner aux allégations relatives à la conduite du membre en fonction de ses autres compétences législatives. Si des problèmes de capacité sont soulevés, le membre et son représentant négocieront avec le personnel de l'ordre un engagement sur les conditions ou restrictions appropriées dont sera assorti le certificat de qualification et d'inscription du membre. Grâce à ce nouveau processus, le membre et l'ordre, son représentant et l'ordre,
peuvent désormais négocier au stade de l'enquête un engagement comprenant des conditions ou restrictions appropriées à imposer au certificat du membre et le soumettre pour examen et adoption au comité d'enquête. Ceci était auparavant seulement possible au stade du comité d'aptitude professionnelle. Les négociations se baseront entre autres sur les recommandations fournies par le professionnel de la santé dans son rapport. Après que le membre, son représentant et l'ordre ont eu la possibilité de négocier un engagement, le comité d'enquête se réunira de nouveau pour examiner l'engagement. Le comité d'enquête peut adopter ou rejeter l'engagement proposé. Il est à noter que le comité d'enquête n'est pas un organisme d'arbitrage. Par conséquent, il ne peut imposer de restrictions et conditions qu'à travers l'adoption d'un engagement. Dès lors, le comité d'enquête devra renvoyer l'affaire au comité d'aptitude professionnelle si le comité d'enquête rejette l'engagement proposé ou si les négociations échouent et n'aboutissent pas à un engagement. Nous allons maintenant faire une autre pause pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les taper dans la boîte chat qui se situe normalement en bas de votre écran. Alors, je ne vois pas de questions et je ne vois pas de main levée non plus. Donc, je vais passer la parole à Diane. Merci, Chloé. La loi sur l'ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario a été modifiée pour ajouter de nouvelles obligations de dépôt de rapport par les membres de l'ordre. Prochain. Cette diapositive décrit la nouvelle législation concernant l'obligation d'autodéclaration qui incombe aux membres ayant commis des infractions criminelles. Le projet de loi 229 a modifié la loi sur l'ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario afin d'ajouter de nouvelles obligations de dépôt de rapport par les membres de l'ordre portant sur les infractions, les accusations et les conditions de mise en liberté sous caution ou autres restrictions. Veuillez noter que ces obligations de déclaration sont entrées en vigueur le 8 décembre 2020. À défaut de se conformer à ces nouvelles obligations, pourraient être considérées comme une faute professionnelle. Diapo prochain. Nous avons dressé ici une liste des obligations de dépôt de rapport lorsqu'un membre a été accusé d'une infraction. Au moment de l'autodéclaration, le membre doit inclure, entre autres, l'accusation, la date à laquelle l'accusation a été portée et l'emplacement du tribunal où l'accusation a été portée. Toutes les conditions de condition ou de mise en liberté doivent figurer dans le rapport, ainsi que les temps de toute instance relative à l'accusation. Il est important que l'employeur continue de signaler les accusations ou condamnations criminelles à l'ordre, car il a l'obligation de faire un rapport sur les accusations criminelles et les décisions de justice en vertu de la loi. Il faut noter que certains membres pourraient ne pas respecter leur obligation d'autodéclaration. En plus de remplir ses obligations en matière de déclaration, l'employeur doit déposer un rapport parce que l'ordre a le mandat, en vertu de la loi, d'afficher les accusations criminelles, les conditions de mise en liberté sous caution qui imposent des restrictions au droit d'enseigner des membres. Comme vous le savez, le mandat de l'ordre est de régir la profession dans l'intérêt public et de protéger les élèves. Donc, l'affichage des accusations criminelles, des conditions de mise en liberté sous caution et des condamnations des membres aide l'ordre à remplir son mandat en avertissant le public des membres qui peuvent poser un risque pour les élèves. Prochain. Les diapositives suivantes présentent le cadre législatif qui régit vos obligations de faire rapport à l'ordre et constitue une révision de l'information transmise dans les webinaires précédents. Ces obligations comprennent l'obligation continue de fournir des documents et des renseignements à l'ordre dans des délais précis. Au cours d'une année, l'ordre reçoit habituellement environ 400 rapports d'employeurs
en vertu des articles 43.2 et 43.3 de la loi sur l'ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Veuillez maintenant prêter attention à la diapositive affichée à l'écran. Si vous congédiez, on va commencer par article 43.2. Si vous congédiez un membre de l'ordre et le suspendez de ses fonctions ou imposez des restrictions à ses fonctions pour des motifs de faute professionnelle, vous devez nous en informer par écrit dans les 30 jours, et ce même si le membre démissionne alors que vous menez une enquête sur lui ou compilez des preuves à son sujet. Article 43.3. Si vous apprenez qu'un membre de l'ordre qui est ou a déjà été employé par vous a été soit accusé ou déclaré coupable d'une infraction criminelle liée à un comportement d'ordre sexuel et à des mineurs, ou d'une infraction qui, à votre avis, donne à penser que les élèves pourraient être exposés à un préjudice ou à des blessures, vous devez nous le signaler dans les 30 jours. Nous savons tous ce qui constitue une cessation d'emploi ou une suspension, mais ce qui constitue une restriction des tâches est peut-être moins évident. À titre d'éclaircissement, voici quelques exemples de restrictions. Retirer un membre d'une liste de suppléance, effectuer le transfert administratif des membres vers un autre pôle pour motif disciplinaire ou empêcher un membre d'enseigner certains cours ou dans certaines classes. Suffisamment explicite, l'article 43.3 présente divers scénarios relatifs à l'obligation de signalement dans le cadre de certains types d'accusations ou de condamnations criminelles. Notez que cet article est rédigé de telle sorte que si l'employeur prend connaissance d'accusations ou de condamnations impliquant un membre, l'employeur doit signaler le membre en cause à l'ordre, même s'il ne travaille plus pour lui. L'article 43.3 contient également une disposition fourre-tout, si je peux dire. Donc, si vous avez des doutes, faites un rapport. Donc, ici, si un membre s'est conduit ou a agi d'une façon qui, de votre avis, devrait être examinée par un comité de l'ordre, vous devriez nous faire un rapport. De plus, quand vous informez l'ordre, vous devez inclure une copie de votre avis aux membres. Dans le passé, on nous a demandé si on informait les employeurs des plaintes du public. En vertu de la loi, l'ordre n'est tenu de vous communiquer que les résultats des enquêtes. Dans le cas où l'affaire fait l'objet d'une enquête plus approfondie, l'ordre vous demandera des renseignements, ce qui vous permettra donc de prendre connaissance des plaintes du public déposées contre ses membres au début du processus. L'article 277.40 de la loi sur l'éducation entraîne l'obligation de déposer un rapport concernant les évaluations du rendement des enseignants ou la diminution des membres mis en suivi après une évaluation insatisfaisante. Nous allons maintenant passer en revue certains des renseignements qui doivent figurer dans un rapport d'employeur. Nom et numéro du membre en cause, résumé de l'affaire qui a donné lieu au signalement, détail des mesures disciplinaires prises par l'employeur et tout autre détail pertinent. J'aimerais maintenant passer un peu de temps sur le deuxième point, résumé de l'affaire qui a donné lieu au signalement. Ici, nous recherchons suffisamment de renseignements afin de pouvoir formuler une première recommandation sur la nécessité pour l'ordre de faire une enquête. Nous avons besoin d'une description de l'événement ou des événements qui ont mené à la mesure disciplinaire de l'employeur et pas seulement des renseignements d'ordre général. Par description, je vais dire des détails sur ce qui s'est passé. Par exemple, plutôt que de dire qu'un membre a utilisé un langage inapproprié, nous aimerions connaître précisément les mots que, selon l'employeur, le membre aurait prononcés. Le cas échéant, nous vous contacterons pour obtenir des informations supplémentaires. Mais l'idéal serait que le rapport initial contienne tous les détails. Voici les différents moyens de nous transmettre votre rapport.
Aujourd'hui, plus que jamais, nous préférons recevoir les rapports par courriel. En raison de la pandémie de COVID-19, nous disposons actuellement d'une capacité limitée de traitement du courrier. Le courrier papier est donc plus lent et moins fiable que le courriel électronique. Si vous nous envoyez votre rapport par courriel, il n'est pas nécessaire d'envoyer une copie papier du même rapport. Pour vous assurer que votre rapport a bien été reçu, demandez à notre personnel d'accuser réception de votre courriel. Avant de passer la parole à ma collègue, j'aimerais vous rappeler que l'Ordre a maintenant un nouveau formulaire que vous pouvez utiliser pour soumettre votre rapport. Nous cherchons continuellement des moyens de rendre le processus de signalement plus facile et plus efficace pour les employeurs. Ce nouveau formulaire vous indique tous les renseignements que vous devez nous fournir lors d'un signalement. Une fois rempli, vous pouvez nous envoyer ce formulaire par courriel accompagné de tout autre document nécessaire. Cependant, veuillez noter que l'utilisation de ce formulaire n'est pas obligatoire, mais si vous le désirez, vous pouvez l'intégrer à votre procédure de signalement habituelle. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Maintenant, je vais passer la parole à Jenny. Merci, Diane. Donc maintenant, on passe à la prochaine étape. Alors, imaginons que vous avez fait un rapport à l'Ordre et l'Ordre a décidé d'enquêter l'affaire. Nous allons maintenant vous demander de fournir des renseignements supplémentaires au sujet de cette affaire. Et avec cette demande d'information, nous essayons vraiment de dresser un portrait global du membre, afin que le comité d'enquête puisse prendre une décision en toute connaissance de cause. Nous recherchons tous les documents d'enquête sous-jacents, comme les notes de la direction d'école, les déclarations des témoins, les rapports, les résumés d'entrevues, les lettres disciplinaires et toute correspondance pertinente, dont les courriels, les textos ou les messages sur les médias sociaux. Nous voulons aussi savoir le statut d'emploi actuel du membre et les dates des changements apportés à son statut, par exemple dans le cas d'une retraite ou d'un congé de maladie. Les noms, adresses et coordonnées des membres du personnel qui ont participé à l'enquête et des élèves témoins sont également requis. En ce qui concerne les rapports liés à une évaluation de rendement insatisfaisante, veuillez nous envoyer une copie de tous les rapports sommatifs du membre et de tout matériel relatif au processus d'évaluation, comme les notes d'observation et les plans d'amélioration de la direction de l'école. La loi sur l'Ordre exige que les renseignements supplémentaires nous soient envoyés dans les 30 jours après le dépôt de votre rapport initial. Vous pouvez commencer à rassembler les informations dès que vous aurez fait un rapport à l'Ordre afin de respecter le délai de 30 jours. En cas de retard dans la transmission des renseignements, sans que l'Ordre reçoive de préavis ou d'explication pour le retard, la directrice des enquêtes et des audiences ou le registraire pourrait communiquer avec le directeur de l'éducation du conseil scolaire pour demander ces documents. Parfois, lorsqu'un employeur examine les antécédents d'un membre, il découvre une situation qui aurait dû être signée à l'Ordre. Par exemple, un membre a été suspendu il y a quelques années, mais par inadvertance, personne n'a signalé l'affaire à l'époque. C'est donc l'occasion d'aviser l'Ordre de cette suspension antérieure. Parfois, l'ancien problème de conduite d'un membre n'a pas entraîné d'obligation de déposer un rapport. Mais à la lumière du rapport actuel, cela peut représenter un modèle de comportement inapproprié. Nous souhaitons également recevoir toute information sous-jacente concernant les enquêtes historiques. Le portail employeur sur le site web de l'Ordre fournit plus d'informations sur les obligations des employeurs. Prenez note que vous devez fournir aux membres une copie de toute information que vous envoyez à l'Ordre, et ce dans les 30 jours suivant l'envoi à l'Ordre. Si
Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant l'envoi de documents non caviardés à un membre, vous devriez consulter un avocat pour obtenir des conseils. Après que vous aurez répondu à la demande initiale de l'Ordre pour des renseignements supplémentaires, un enquêteur de l'Ordre pourrait communiquer avec vous pour vous laisser savoir qu'il y a encore certains renseignements à fournir. Vous devez dans ce cas fournir les renseignements demandés par un enquêteur dans un délai de 15 jours. Si vous n'êtes pas en mesure de respecter une échéance, veuillez nous en aviser. Dans certains cas, il y a de bonnes raisons de demander une prolongation et nous sommes disposés à examiner ces demandes. Nous allons maintenant aborder certaines des questions les plus courantes que nous recevons concernant nos demandes de renseignement. Tout d'abord, effectivement, tout enregistrement audio ou visuel pertinent doit être fourni. Par exemple, il peut s'agir d'enregistrement vidéo d'un incident dans un couloir ou d'une vidéo reçue d'un élève ayant trait à une allégation. L'Ordre exige également toutes les notes, manuscrites ou dactylographiées liées à l'affaire, comme les notes d'entrevue et celles des réunions visant à donner aux membres l'occasion de répondre à la plainte. Pour chaque entrevue que vous faites, assurez-vous de noter le nom et le titre de l'auteur des notes, les noms et titres des personnes présentes à l'entrevue, la date, le lieu, l'objet, ainsi que l'heure de début et de fin de l'entrevue. Indiquez également la date de chaque incident en question. Si la conduite signalée s'est produite sur une plus longue période, incluez la date le mieux possible, ou une plus grande période comme au printemps 2021, ou vers cette période, ou vers mars 2021. Nous recevons souvent des captures d'écran de messages électroniques, par exemple des fils de discussion par courriel, des textos et des commentaires publiés sur les médias sociaux, dans lesquels il manque des renseignements parfois. Veuillez indiquer la façon selon laquelle vous avez obtenu les captures d'écran. Par exemple, le 1er octobre 2021, une élève nommée Nathalie Gauthier a montré à Michel Lafrance, directrice d'école, les textos qu'elle avait échangés avec son enseignant Pierre Tremblay. Le 2 octobre 2021, Madame Lafrance a pris des photos des textos affichés sur l'écran du téléphone de Nathalie Gauthier. Les ententes de règlement contiennent souvent une disposition indiquant qu'elles peuvent être divulguées si la loi l'exige. Et la loi sur l'ordre est une loi qui exige ces renseignements. Vous ne pouvez pas conclure une entente, y compris un procès verbal d'un règlement avec un membre, qui comprend un engagement contraire à votre obligation de signalement en vertu de la loi sur l'ordre. Par exemple, vous ne pouvez pas accepter de ne pas signaler à l'ordre une affaire au sujet de laquelle la loi exige de faire un rapport. De plus, vous ne pouvez pas accepter de ne pas continuer à fournir des renseignements à l'ordre. Toute portion d'un règlement qui accepte de supprimer les obligations de déclaration d'un employeur à l'ordre n'est pas valable. Même si vous avez, en tant qu'employeur, réglé une affaire avec un membre en le faisant, par exemple, démissionner de son emploi, cela ne met pas fin à l'obligation de l'employeur envers l'ordre. Veuillez ne pas nous écrire pour nous aviser que vous avez rédigé ou réglé une affaire et nous demander de fermer le dossier. Nous ne le ferons pas. En vertu de la loi, l'ordre doit accomplir son mandat dans l'intérêt public et le faire respecter. Il est essentiel que nous recevions des documents dans leur forme la plus authentique, c'est-à-dire sans caviardage ou portions qui ont été modifiées, rayées ou censurées. Veuillez fournir le nom, l'âge, l'année d'études et les coordonnées des élèves impliqués. Nous demandons également les coordonnées des parents des élèves qui sont des mineurs.
l'ordre a une obligation de divulgation envers le membre pendant le processus d'enquête. Le membre a le droit d'avoir tous les renseignements pertinents afin de répondre à la plainte. Nous tenons à vous assurer de la confidentialité des renseignements. Bien que nous divulguons le nom des élèves témoins et des victimes présumées aux membres, nous caviardons les coordonnées des témoins lors de la divulgation aux membres. Lorsque vous menez une enquête, veuillez ne pas donner aux membres ni aux témoins des garanties de confidentialité. Et ne nous envoyez pas de documents protégés par un mot de passe, s'il vous plaît. Le système de courriel de l'ordre est sécuritaire et confidentiel et vous pouvez l'utiliser sans problème. Notez que les délais fixés dans la loi restent les mêmes, quel que soit le calendrier scolaire du conseil scolaire ou votre période de fermeture. La loi ne permet pas à l'ordre de retarder une enquête lorsqu'il y a un grief ou un arbitrage en cours. Le processus disciplinaire de l'employeur et le processus d'enquête de l'ordre sont deux processus distincts. Il se peut que nous fassions un suivi auprès de vous pour déterminer le statut d'un grief, mais c'est uniquement pour nous assurer que tous les renseignements à jour ont été recueillis pour le comité d'enquête. Et on revient maintenant à Diane. Merci, Jamie. Nous allons maintenant aborder quelques questions fréquemment posées concernant l'obligation de signalement de l'employeur. Ici, la première question, c'est si un employé prend un congé médical, dois-je le signaler? Non. En vertu de l'article 43 de la loi sur l'ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, le devoir de signaler se rapporte au cas de suspension, de restriction de fonction ou de congédiement lié à une faute professionnelle. Toutefois, si un membre prend un congé médical pendant une enquête portant sur une conduite qui, à votre avis, pourrait constituer une faute professionnelle, vous devez le signaler à l'ordre. La deuxième question que nous avons ici, c'est si un membre est affecté à des tâches à domicile en attendant l'issue de l'enquête de l'employeur, dois-je le signaler? Non. Toutefois, à l'issue de l'enquête, si on a sorti les fonctions du membre de restriction pour des motifs disciplinaires, au sens de l'article 43.2 de la loi, vous devez le signaler. Nous continuons avec les questions. Si un employé prend un congé médical pendant que le conseil scolaire mène une enquête sur sa conduite, dois-je le signaler à l'ordre? Oui. Le comité d'enquête pourrait tenir compte de telles circonstances dans sa décision à l'égard du membre. Je laisse Jenny continuer avec la prochaine question. Alors, quel est le devoir de signaler de l'employeur quand celui-ci embauche un enquêteur externe pour enquêter la conduite d'un membre? L'ordre reçoit des signalements quand même lorsqu'un employeur a embauché un enquêteur externe, mais dans certains cas, l'employeur a conclu une entente avec l'enquêteur externe qui permet à cet enquêteur de rester propriétaire de ses documents d'enquête. Alors que l'employeur pourra avoir accès au rapport final de l'enquêteur externe, il ne pourra peut-être pas accéder aux documents sous-jacents de l'enquête, tels que les notes d'entrevue, en raison de cette entente signée avec l'enquêteur externe. Donc, pour éviter ce problème, on vous encourage vraiment à éviter d'embaucher d'enquêteurs externes. Et on revient à Diane pour continuer la présentation. Merci, Jenny. Nous voulions aussi vous signaler, vous rappeler que l'ordre a mis sur pied un programme pour aider les élèves qui allèguent avoir été victimes de mauvais traitements d'ordre sexuel, d'un acte impliquant de la pornographie juvénile ou d'un acte sexuel prescrit de la part d'enseignants. L'ordre va prendre en charge les frais de thérapie et de consultation. L'élève, ses parents, tutrice ou tuteur, ainsi que ses frères et sœurs, peuvent faire une demande de fonds pour aider à couvrir une partie des frais de thérapie et de consultation. Ils peuvent réclamer entre 17 000 et 18 000
Son montant est basé sur le coût approximatif de 200 séances d'une demi-heure de psychothérapie, comme le prévoit le régime d'assurance santé de l'Ontario. Notez qu'auparavant, l'Ordre avait annoncé que ce programme était disponible aux victimes dans le cas où la conduite alléguée avait eu lieu après le 1er janvier 2020. Veuillez noter que cette invitation n'existe plus et donc les victimes peuvent faire une demande pour le programme de financement, peu importe la date de la conduite alléguée. Maintenant, je vais passer la parole à Linda. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à nos animatrices pour ces informations. Avant de se quitter, je vous invite une dernière fois à poser vos questions dans le chat ou de vive voix en levant virtuellement la main. Ne voyant rien, sachez que nous vous enverrons bientôt par courriel une copie de cette présentation PowerPoint et un lien à l'enregistrement audio de la présentation. Nous vous enverrons également un sondage. Nous vous encourageons à y répondre car sachez que vos commentaires sont très importants. Ils nous aident beaucoup à planifier les futurs webinaires. Sur ce, je vous remercie encore une fois pour votre participation aujourd'hui. Je vous souhaite un très bel après-midi. Et on partage avec vous aujourd'hui les coordonnées de Marie-France Wilson, enquêteuse principale, et Patrick Winter, agent du traitement des préoccupations initiales. Alors, c'est beaucoup d'informations aujourd'hui, mais si jamais vous avez une question à l'avenir, n'hésitez pas de nous contacter. Vous avez les numéros de poste de nos collègues ici. On veut garder les lignes de communication avec vous ouvertes en tout temps et on vous invite à communiquer avec nous n'importe quand. Alors, encore une fois, merci à tout le monde d'avoir participé aujourd'hui et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Oui, merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci.